Bonsoir, chers élèves. Comme je vous ai promis, la vidéo de ce soir fait l'objet tout simplement d'un petit résumé qui va nous permettre un petit peu de retracer les grandes lignes de la première unité qui est la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. C'est vrai que tous les élèves demandent en général un petit résumé pour savoir de près quelles sont les connaissances qu'ils doivent vraiment avoir pour traiter éventuellement les exercices en SVT. Là, je vous donne ce résumé qui vous sera aussi utile pour la fin d'année, éventuellement pour les futurs bacheliers qui auront l'occasion d'y accéder dans les facultés, par exemple, de médecine, ou faire, par exemple, la biologie moléculaire ou la biologie cellulaire. Ces connaissances vous seront utiles parce qu'elles seront vraiment des connaissances de base. Alors, comment j'ai procédé pour ce résumé? Alors, tout simplement, j'ai commencé par parler un petit peu de l'activité cellulaire. Et là, j'ai tout simplement dessiné un schéma d'une cellule animale. Parce que c'est vrai, c'est la cellule qui est le siège de pas mal d'activités qui déterminent en général la vie d'un organisme pluricellulaire. Et c'est pareil aussi pour les organismes unicellulaires comme les lévures et les bactéries. Alors, là, j'ai seulement mentionné deux parties dans le cytoplasme de la cellule. Comme je l'ai dit, vous savez qu'une cellule est entourée par une membrane cytoplasmique. À l'intérieur du cytoplasme, où baigne tout un ensemble d'organites. Là, j'ai seulement mentionné la mitochondrie, parce que c'est elle qui nous intéresse dans notre partie, et une partie que j'ai nommée le hyaloplasme ou le cytosol. Remarquez que cette cellule, bien sûr, est en relation avec une vascularisation sanguine qui lui apporte les nutriments, et en particulier, nous, on va seulement s'intéresser au glycose C6H12O6 que j'ai mis dans le cadran qui correspond à l'hyaloplasme. Bien sûr, la cellule a besoin de l'oxygène et on verra son utilité dans le reste du métabolisme. Alors pour cela, nous allons un peu définir qu'est-ce que c'est que l'hyaloplasme. Bien sûr, la mitochondrie, elle est considérée comme le siège de réaction d'oxydoréduction. C'est le siège énergétique cellulaire. Alors, en quoi consiste l'activité cellulaire? Bien sûr, une cellule, pour faire une activité particulière bien déterminée, en général, il a besoin de ce qu'on appelle des réactions d'anabolisme, c'est-à-dire de synthèse. Il a besoin, par exemple, de synthétiser des protéines, donc synthèse de protéines. La cellule aussi a besoin de certains lipides, donc il y a aussi la synthèse de lipides, qui fera certainement l'objet des études supérieures. La cellule utilise des réactions de catabolisme, qu'on appelle dans notre unité la glycolyse, qui consiste à dégrader le glucose en acide pyruvique. Bien sûr, il y a certaines cellules qui ont une activité un peu spéciale, comme le muscle, constitué par des fibres musculaires. Donc on parle de la contraction de la fibre musculaire, comme je vous ai dit. Dans la deuxième unité, on aura l'occasion bien de traiter le fonctionnement de muscles squelettiques striés et comment ils utilisent l'énergie contenue dans l'ATP pour ces activités de contraction. Bien sûr, il y a une activité importante dans la vie de la cellule, c'est la division cellulaire qui permet le renouvellement, la croissance. Là, on va voir dans l'unité qui concerne l'information génétique, la division cellulaire, la mitose, et par la suite, on verra la méiose. Alors, ce que je voulais tout simplement dire, que l'activité cellulaire nécessite de l'énergie qui est contenue dans la molécule d'ATP. Alors, maintenant, nous allons aborder la deuxième partie qui va nous permettre de donner quelques définitions. Comme vous le savez, mes chers élèves,
dans les exercices en SVT, il y a une partie QCM. Et c'est une partie qui est très importante, qui est notée sur 5 points. Donc vous êtes obligé vraiment de maîtriser quelques définitions. Alors en particulier, l'hyaloplasme. Qu'est-ce que c'est que l'hyaloplasme? Partie du cytoplasme dépourvue d'organites. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas d'organites dans cette partie. À son niveau, on assiste au catabolisme ou dégradation du glucose, C6H12O6, suivant la réaction bilan. C6H12O6 va donner 2 molécules d'acide pyruvique. Cette réaction, comme dit, il est couplée par des réactions qui se déroulent simultanément, à savoir la phosphorylation de l'ADP en ATP et la réduction du NADA en NADH+. C'est ce qu'on appelle tout simplement la glycolyse ou le catabolisme. Alors donc, nous continuons. En ce qui concerne la glycolyse est un ensemble des réactions biochimiques qui transforment le glucose en acide pyruvique, appelé aussi pyruvate, dans le hyaloplasme en absence d'oxygène. Comme je vous ai dit, pour la réaction bilan de la glycolyse, je l'ai numérotée de 1 jusqu'à 4. Alors, comme vous le savez, pour le numéro 1, c'est le glucose. Donc le glucose, il a une forme cyclique. Et on a vu que dans cette molécule cyclique, elle contient une énergie chimique évaluée à 2840 à 2860 kJ. Donc c'est un nutriment, en général apporté par l'alimentation, nutriment énergétique, contenant de l'énergie chimique. Donc en ce qui concerne le numéro 1. Alors voyons maintenant pour le numéro 2. Le numéro 2, c'est une réaction de phosphorylation de l'ADP en ATP. Alors tout d'abord, il faut définir la signification de ces termes, l'ADP, l'EPI et l'ATP. Alors l'ADP, c'est l'adénosine diphosphate. Donc c'est une base adénine qui est associée à un sucre, le ribose, avec 2 groupements phosphate. Le PI, c'est le phosphate inorganique. Il faut tout simplement savoir qu'au sein de la cellule, dans des molécules, il y a du phosphate qui fait partie de la molécule, comme par exemple la molécule d'ADN, ou bien des phospholipides, ou des phosphoprotéines. Donc ça, c'est un phosphate qui est intégré dans la molécule. Par contre, le PI qui nous concerne, c'est un phosphate inorganique, c'est-à-dire apporté par l'alimentation, donc c'est un nutriment. Alors, l'ATP, la molécule miracle, la monnaie énergétique de la cellule, c'est l'adénosine, triphosphate. C'est pareil, c'est une base, l'adénine, avec un sucre, le ribose, avec 3 groupements phosphate. J'aimerais bien que vous faites un petit peu attention concernant ces liaisons que j'ai marquées de cette manière, surtout le 3e phosphate et le 2e phosphate, ce sont des phosphates qui sont très riches, la liaison est très riche en énergie. Donc c'est cette liaison qui va être en quelque sorte clivée, séparée, pour libérer de l'énergie. Donc c'est une liaison riche en énergie. Alors il y a une réaction que vous devez quand même savoir. Comment la molécule libère de l'énergie, c'est-à-dire la molécule d'ATP. C'est cette réaction appelée hydrolyse de l'ATP, c'est ATP plus H2O, donne ADP plus PI plus énergie. Il faut se rappeler, mes chers élèves, que cette énergie, il est évaluée à peu près à 30,5 kJ.
Donc, voilà ce qu'il faut savoir concernant le numéro 2. Pour le numéro 3, c'est une réaction de réduction du NAD+, ce transporteur d'électrons et de protons. C'est le nicotinamide adénine dinucléotide. Donc la réaction de réduction est la suivante, NAD plus 2 protons plus 2 électrons, réduction, on obtient le NADH, H+, réduit. J'aimerais bien quand même que vous sachiez que la réaction inverse, c'est une oxydation. Et elle est aussi d'une importance primordiale pour la cellule. Pourquoi? Parce que la cellule a besoin de ces transporteurs. Donc il faut qu'il renouvelle ces transporteurs. Pour les renouveler, les récupérer pour qu'ils soient fonctionnels pour d'autres activités, il faut que ces transporteurs subissent une réoxydation. C'est ce que nous allons voir, par exemple, quand on va entamer la respiration cellulaire, surtout la phosphorylation oxydative. Voilà, donc après, nous allons un petit peu parler de substrat obtenu au cours de la glycolyse, qui est l'acide pyruvique. Alors, en ce qui concerne le numéro 4, il s'agit de l'acide pyruvique ou pyruvate. Alors, l'acide pyruvique ou pyruvate est une molécule riche en énergie. Tout simplement, il contient de l'énergie chimique. L'acide pyruvique poursuit sa dégradation selon les conditions du milieu cellulaire. C'est-à-dire, quand le pyruvate est formé au cours de la glycolyse, la cellule va emprunter une voie métabolique selon les conditions. Est-ce qu'ils sont favorables pour tel ou tel métabolite? Alors, le pyruvate ou l'acide pyruvique peut subir une dégradation au niveau de l'hyaloplasme, c'est ce qu'on appelle la fermentation. Et pour la fermentation, on distingue deux voies. La fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Bien sûr, cette fermentation a lieu en absence d'oxygène. La dégradation du pyruvate ou d'acide pyruvique peut avoir lieu ou se continue au niveau d'un organite qu'on a maintenant, qu'on le connaît maintenant bien, qui est la mitochondrie. En présence d'oxygène, la voie métabolique, c'est la respiration cellulaire. Nous allons maintenant entamer la voie métabolique, la fermentation, en commençant par la fermentation lactique. La fermentation lactique, c'est une dégradation partielle du glucose par un ensemble de réactions biochimiques catalysées par des enzymes spécifiques. En absence d'oxygène, il en résulte des résidus organiques riches en énergie. Bien sûr, avec la formation d'une faible quantité d'ATP, au nombre de 2. Alors la fermentation lactique a lieu au niveau de l'hyaloplasme. Par la réaction que nous connaissons maintenant bien, dans le hyaloplasme, nous allons assister à la glycolyse par la réaction que vous connaissez maintenant. On aboutit à la formation de 2 acides pyruviques. Ces 2 molécules, toujours au niveau de l'hyaloplasme, vont subir une réduction par les 2 transporteurs NADH, H+, formés pour former l'acide lactique, 2CH3, CHOH, COH. Alors, la réaction bilan de la fermentation lactique est la suivante. C6H12O6 donne 2CH3CHO, COH, plus 2 ATP, 2 molécules d'ATP. Alors maintenant, nous allons aborder la fermentation alcoolique. Alors donc, nous entamons la fermentation alcoolique. Alors, la fermentation alcoolique, c'est une dégradation partielle du glucose
en absence d'oxygène. Donc, c'est un ensemble de réactions métaboliques qui sont catalysées par des enzymes spécifiques. Donc, dégradation partielle du glucose en absence d'oxygène. La fermentation alcoolique s'effectue en 3 étapes. Bien sûr, toujours au sein de l'hyaloplasme. Alors, on assiste à la partie glycolyse, une décarboxylation et une réduction. Bien sûr, pour aboutir à une synthèse de 2 ATP et de l'éthanol, matière organique riche en énergie. Alors, nous allons voir de près l'ensemble de ces réactions. Alors, déjà, nous connaissons la fameuse glycolyse, l'acide pyruvique qui se le glucose qui se transforme en acide pyruvique avec les réactions couplées simultanées que vous connaissez maintenant. Alors, au niveau, c'est-à-dire quand l'acide pyruvique est formé, le processus se poursuit toujours au niveau de l'hyaloplasme par une réaction de décarboxylation. Et ça, c'est très important. C'est une caractéristique de la fermentation alcoolique si on la compare à la fermentation lactique. Alors, remarquez ici que j'ai marqué 2 molécules de dioxyde de carbone. Parce que, bien sûr, là, je travaille avec 2 molécules d'acide pyruvique. Alors, on assiste à la formation d'un groupement CH3CHO. Ce groupement-là va être réduit. On assiste à une réduction par le transporteur de NADH, ainsi formé au cours de la glycolyse, qui va venir réduire ce groupement pour former l'éthanol. Donc, chers élèves, vous êtes censés connaître un peu les étapes par lesquelles passe la fermentation alcoolique. Alors, la réaction bilan. La réaction bilan, on peut l'écrire de cette manière. Toujours, bien sûr, le glucose, la réaction bilan. Réaction bilan. Alors, glucose, C6H12O6. Va former 2CH3, CH2OH, qui est l'éthanol, plus 2CO2, plus 2 ATP. Donc vous êtes obligé vraiment de connaître cette réaction très bien. Alors maintenant, nous avons vu le devenir de l'acide pyruvique au niveau de l'hyaloplasme, c'est-à-dire au cours de la processus de la fermentation. Donc là, la cellule ne dispose pas d'assez d'oxygène, ou plutôt certaines bactéries utilisent ce processus pour vivre. Maintenant, nous allons voir l'autre voie métabolique, c'est-à-dire pour une cellule, les conditions du milieu cellulaire sont favorables, c'est-à-dire il y a de l'oxygène, suffisamment d'oxygène, et il va emprunter la voie de la respiration cellulaire que nous allons entamer maintenant. Alors maintenant, nous allons aborder l'autre voie métabolique, la respiration cellulaire. Alors, comme définition, qu'est-ce que c'est que la respiration cellulaire? C'est un phénomène métabolique au cours duquel le glucose est dégradé complètement. Bien sûr, par un processus de réaction biochimique catalysée par des enzymes spécifiques. Notez bien, la dégradation, il est totale du glucose. En présence d'oxygène, la respiration cellulaire s'effectue en 2 parties. Dans le hyaloplasme, on assiste à la glycolyse que vous connaissez maintenant très bien. Et bien sûr, l'acide pyruvique formé au cours de la glycolyse va poursuivre son catabolisme au niveau d'un organite dans la mitochondrie. Bien sûr, brièvement, dans le hyaloplasme, la dégradation du glucose, comme vous connaissez, va former l'acide pyruvique avec l'ensemble des réactions qui vont avec, la phosphorylation de l'ADP et la réduction du transporteur NAD+. Alors, avant
d'entamer l'ensemble des réactions qui ont lieu au niveau de la mitochondrie, nous allons bien sûr faire un schéma de cet organite. C'est un schéma que vous deviez le connaître. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la mitochondrie a une forme globulaire. Il est formé par une double membrane qui délimite un espace à l'intérieur. Alors, pour le numéro 1, c'est la membrane externe. Pour le 2, c'est la membrane interne. La membrane externe et interne délimite un espace appelé l'espace intermembranaire. Le numéro 4, comme vous pouvez le remarquer, il y a plusieurs crêtes mitochondriales, donc c'est une crête mitochondriale. Et à l'intérieur, dans cette partie-là, c'est la matrice de la mitochondrie, qui est le siège de plusieurs réactions d'oxydoréduction de l'acide pyruvique. Alors maintenant, nous allons entamer les différentes étapes de dégradation de l'acide pyruvique. Alors donc, nous avons dit, quand l'acide pyruvique est formé au cours de la glycolyse dans la voie métabolique de la respiration cellulaire, ce dernier se poursuit le reste de sa dégradation au niveau de la mitochondrie. Alors vous allez imaginer avec moi, cher élève, que là, nous sommes dans le cytoplasme de la cellule, et là, je me trouve avec mes deux molécules d'acide pyruvique. Donc, cette limite, c'est la mitochondrie, mais plutôt c'est la membrane mitochondriale. Alors, j'aimerais bien signaler ici, quand je dis que l'acide pyruvique ou l'oxygène traverse la mitochondrie, c'est un processus qui est très compliqué. Peut-être pour les étudiants en études supérieures, j'aurai l'occasion de donner des vidéos pour la membrane et les échanges qui s'effectuent au niveau de la mitochondrie. Mais pour vous, vous allez seulement retenir le passage de l'acide pyruvique et de l'oxygène dans la mitochondrie pour le reste du processus de dégradation du périvate. Alors, on peut dire que l'ensemble des réactions de dégradation de l'acide pyruvique au sein de la matrice mitochondriale, on peut les subdiviser en 3 phases. Alors la première phase consiste, ou plutôt on va assister, l'acide pyruvique va réagir avec le coenzyme A. J'aimerais bien que vous faites très attention. Là, je travaille avec 2 molécules d'acide pyruvique. Donc 2 molécules d'acide pyruvique plus 2 molécules de coenzyme A vont me donner l'acétylcoenzyme A. C'est-à-dire que le pyruvate, en réagissant avec le coenzyme A, va se transformer en acétylcoenzyme A. Et comme vous pouvez le remarquer, cette réaction est couplée avec des réactions simultanées. Une décarboxylation, 2 molécules de CO2 pour 2 molécules d'acide pyruvique, c'est la première, ou plutôt c'est le premier déchet métabolique au cours de la respiration cellulaire. On assiste aussi à une réduction du NADH+, qui donne le NADH+, 2 molécules, puisqu'il s'agit toujours de 2 molécules d'acide pyruvique. Donc on obtient 2 CH3CO coenzyme A, 2 acétylcoenzyme A. Donc c'est la première phase. Alors par la suite, l'acétylcoenzyme A va poursuivre aussi le catabolisme du groupe acétyl, le CH3CO, qui va entrer dans un ensemble de réactions qu'on appelle le cycle de Krebs ou le cycle carboxylique. Alors le cycle de Krebs, c'est un ensemble de réactions qui sont cycliques, qui se déroulent en présence ou qui sont catalysées par des enzymes spécifiques. Alors, nous allons entamer la deuxième phase. Alors dans cette deuxième phase, donc on se trouve avec 2 molécules d'acétylcoenzyme A. Alors pour mieux comprendre ce cycle de Krebs, je vais seulement travailler avec une seule molécule. Donc imaginez que une seule molécule d'acétylcoenzyme A, c'est elle qui va réagir dans le cycle de Krebs. Notez aussi, chers élèves, que c'est un cycle qui est très compliqué avec ses réactions biochimiques, mais vous êtes censé connaître les différentes étapes
et éventuellement définir combien de CO2 formés, combien de transporteurs formés, de quel genre, c'est-à-dire le genre NAD+, alors combien de transporteurs réduits. Là, vous remarquez qu'il y a un nouveau transporteur, le FAD+, le flavine adenine dinucléotide. Donc, vous êtes censé connaître un petit peu ce cycle de Krebs au niveau du bilan. Alors, expliquons un petit peu ce processus métabolique. L'acétyl coenzyme A, avant qu'il entre dans le cycle de Krebs, ce dernier doit agir avec un acide du cycle de Krebs appelé l'oxaloacétate. Ça, c'est très important. Pour former un composé en 6 carbone qu'on appelle le citrate. Et comme je l'ai dit dans la vidéo de la respiration cellulaire, le citrate est considéré comme le point de départ du cycle de Krebs. Alors, le composé C6 se transforme en un composé C5. Qu'est-ce qui s'est passé? Une décarboxylation et une réduction du NADH+ en NADH+. Le processus se poursuit. Le composé C5 se transforme en C4, toujours avec une décarboxylation, donc un deuxième oxyde de carbone, et une réduction du NAD+, NADH+. Alors, remarquez qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette étape. Là, on assiste à une phosphorylation de l'ADP, et ça c'est vraiment important, qui donne une molécule d'ATP. Mes chers élèves, dans certains ouvrages, en principe, on peut noter ici le GDP plus PI qui donne le GTP, c'est-à-dire le GDP guanosine diphosphate, pour former le guanosine triphosphate. Cette molécule de GTP, c'est une molécule équivalente pratiquement à l'ATP. C'est pour ça que nous, on va toujours se contenter de la phosphorylation de l'ADP. Alors, on arrive à notre composé toujours C4, mais cette fois-ci, il y a encore des protons et des électrons qui va subir une oxydation. Et là, comme vous pouvez le remarquer, c'est un nouveau transporteur qui va intervenir, le FAD+, flavine, adénine, dinucléotide, qui va être réduit en FADH2. Là, pardon, là, comme je vous ai dit, là, on parle avec, c'est-à-dire on travaille seulement avec une seule molécule d'acétyl coenzyme A. Donc, c'est une molécule de FADH2. Alors, il reste toujours encore des protons et des électrons dans le composé C4. Et c'est le transporteur NAD+, qui va être réduit en NADH+. Et nous allons obtenir notre composé C4 du départ, qui est l'oxaloacétate. Et c'est ainsi qu'un cycle de Krebs est réalisé. Alors, comme bilan, maintenant nous allons revenir, mes chers élèves, que là j'ai deux molécules d'acétyl coenzyme A. Alors, par cycle de Krebs, notons 1, 2, 3, 3 transporteurs du genre NADH, H+. Au niveau du transporteur FAD+, un seul, bien sûr, par molécule d'acétyl coenzyme A. Au niveau de déchets métaboliques, 1 et 2, deux molécules du dioxyde de carbone. Alors, pour mes deux molécules, les deux molécules d'acétyl coenzyme A, donc je vais obtenir au cours de 2 cycles de Krebs, combien? 6 molécules NADH, H+, 2 molécules d'ATP. Je tiens toujours encore une fois à préciser une molécule d'ATP par cycle de Krebs et 4 molécules de dioxyde de carbone. Alors maintenant, mes chers élèves, comme je l'ai annoncé et comme vous le savez même dans les vidéos concernant la respiration cellulaire, que cette voie métabolique génère une quantité assez importante d'ATP. Et jusqu'à maintenant, on a pratiquement obtenu seulement 2 ATP. Et 2 ATP au cours de la glycolyse, ça fait 4. Donc ce qui fait les 38 ATP en principe donnés dans la réaction bilan ne sont pas encore générés. Alors ce qui va se passer,
c'est la troisième phase qui va nous expliquer un peu le processus. De cette phase, nous allons assister à une réoxydation des transporteurs par un ensemble de réactions appelées la phosphorylation oxydative qui va avoir lieu au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors donc, chers élèves, nous allons entamer maintenant la troisième phase. Alors comme j'ai dit, au cours de cette troisième phase, on va assister à une réoxydation des transporteurs. Alors maintenant, nous allons faire un petit bilan du nombre de ces transporteurs depuis la glycolyse en passant par la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme A et la participation de l'acétylcoenzyme A dans le cycle de Krebs. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on obtient 10 transporteurs du genre NADH H+. Pour connaître le détail, 2 NADH H+, au cours de la glycolyse, 2 NADH H+, au cours de la première phase, et 6 molécules NADH H+, au cours de la deuxième phase. Donc ce qui fait le total, ça fait 10 transporteurs. Et bien sûr, on obtient 2 transporteurs du genre FADH2. Alors comme j'ai dit, mes chers élèves, que ces transporteurs vont subir une réoxydation au niveau de la membrane interne mitochondriale par un ensemble de réactions appelées tout simplement la phosphorylation oxydative. Alors là, je vais un petit peu utiliser ce schéma, mais seulement je vous conseille de voir la vidéo qui traite la respiration cellulaire parce qu'il y a un agrandissement de ce schéma et il est bien expliqué. Je voulais seulement, dans cette troisième phase, un petit peu marquer les grandes lignes de ce processus métabolique. Alors là, je me trouve du côté de la matrice mitochondriale. De l'autre côté, c'est l'espace intermembranaire. Sachez, chers élèves, qu'au niveau de la membrane interne, donc c'est une bicouche phospholipidique, avec ces phospholipides, on trouve des protéines un peu particulières, qu'on appelle la chaîne respiratoire. Ce sont des protéines qu'on a numérotées ici sur le schéma 1, 2, 3 et 4, avec des cytochromes. Ça fait à peu près 6 composés. Et bien sûr, avec une protéine un peu particulière qui est l'ATP synthétase ou les sphères pédonculées. Alors, comment la phosphorylation oxydative a lieu au niveau de la membrane interne mitochondriale? Alors, les transporteurs réduits, comme j'ai dit, vont être réoxydés au niveau de la membrane interne. Notez que les transporteurs NADH vont venir libérer leurs électrons au niveau du composé 1, ceux de FADH2 au niveau du composé 2. Les électrons sont transférés d'une protéine via les cytochromes jusqu'au composé 4. Et ça d'ailleurs, je l'ai signalé dans la vidéo, que l'énergie des électrons suit un gradient décroissant en allant du composé 1 ou 2 vers le composé 4. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces électrons reviennent au niveau de la matrice pour être réduits. Alors, certainement, vous avez remarqué, mes chers élèves, que j'ai marqué l'entrée de l'oxygène dans la mitochondrie. Et vous êtes vraiment obligés de savoir à quel niveau l'oxygène intervient. Il intervient précisément au niveau de la troisième phase. C'est-à-dire quand il revient au niveau de la matrice et il est réduit pour former une molécule d'eau parce qu'il trouve bien sûr des protons H+ au niveau de la matrice. Notons aussi que l'oxydation des transporteurs est une source d'énergie parce que chaque couple redox a un potentiel d'action. Cette énergie, elle est utilisée pour pomper ou pour pousser les protons de passer du côté de la matrice vers l'espace intermembranaire
on dirait que la membrane interne elle est perméable au passage des protons dans l'espace intermembranaire, ce qui crée un gradient de concentration. C'est-à-dire, la concentration du proton H+, augmente au niveau de l'espace intermembranaire, ce qui change le pH, c'est-à-dire l'acidité, augmente par rapport à la matrice et la mitochondrie se trouve dans un état de déséquilibre. Pour rétablir cet état, l'excès de protons ne va pas passer via la membrane interne, au contraire, il va emprunter une autre voie en passant par les sphères pédonculées ou l'ATP synthétage. Ce passage d'électrons est une source d'énergie qui va favoriser la phosphorylation de l'ADP et on assiste à ADP plus PI plus énergie forme l'ATP. Et de cette manière que la genèse ou la synthèse d'ATP a lieu. C'est pour cette raison, mes chers élèves, toutes ces réactions sont appelées phosphorylation oxydative. Et encore une fois, j'insiste, ce sont des réactions simultanées, couplées, et éventuellement, comme j'ai dit, et ça on le verra dans les exercices, s'il y a un petit problème au niveau de la chaîne respiratoire, tout le processus est bloqué et la cellule se trouve dans un état un peu critique qui peut parfois vraiment le pousser à la mort. Alors maintenant, après avoir donné une idée sur la troisième phase, mais j'insiste encore une fois mes chers élèves, il faut revoir la vidéo qui traite la respiration cellulaire. Alors maintenant, nous allons établir un bilan. Alors le bilan est le suivant. Sachant que une molécule de NADH peut synthétiser 3 ATP, c'est-à-dire quand une seule molécule de NADH vient libérer ses protons et ses électrons au niveau du composé 1, il y a 3 protons qui passent, donc ça va générer 3 ATP. Pour la molécule FADH2, au niveau du composé 2, va libérer 2 protons H+, et 2 électrons, donc ce qui fait, va générer 2 ATP. Alors, pour les 10 transporteurs NADH H+, alors si vous faites le calcul, on va trouver 30 ATP. 2 FADH2, 4 ATP. La glycolyse a généré 2 ATP. Et 2 cycles de Krebs va donner 2 ATP, ce qui fait au total, on va trouver 38 ATP. Ce qui va nous ramener tout simplement à établir la réaction bilan. Le glucose C6H12O6 plus CO2, et là mes chers élèves, j'aimerais bien encore une fois le préciser, que l'oxygène est l'accepteur final des électrons au niveau des réactions de la phosphorylation oxydative. Donc, glucose plus CO2 forme 6CO2 plus 6H2O plus 38 molécules d'ATP plus cette chaleur. Et là, encore une fois, je tiens à signaler que la molécule de glucose contient 2840 à 2860 kJ comme énergie chimique. Alors, sachant bien qu'une molécule d'ATP par son hydrolyse peut me donner 30,5 kJ. Alors, si vous faites le calcul pour les 38 ATP, vous allez trouver bien sûr que l'énergie contenue dans la molécule de glucose est largement supérieure à celui qui est contenu dans la molécule d'ATP, ce qui explique que la différence, que cette énergie est perdue sous forme de chaleur. Alors voilà, mes chers élèves, ce sont les grandes lignes vraiment à connaître concernant cette unité, à savoir la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Nous avons traité et même détaillé l'ensemble des réactions au cours de la fermentation, au cours de la respiration cellulaire. Il reste seulement à préciser, comme vous avez certainement remarqué, que la glycolyse reste une étape commune entre la fermentation et la respiration cellulaire. Et de cette manière, maintenant mes chers élèves, vous êtes capables de savoir éventuellement quand une cellule vraiment exerce une certaine activité quelconque, elle a besoin de l'énergie. Et là, vous avez vraiment
les mécanismes de synthèse de cette énergie qui est contenue dans cette molécule énergétique, comme je l'ai dit encore une fois, la monnaie énergétique de la cellule qui est l'ATP. Alors, mes chers élèves, encore une fois, je vous demande éventuellement si vous avez quelques suggestions, j'attends vos commentaires avant d'aborder la partie exercice de cette unité. Avant de commencer les exercices dans cette unité, mes chers élèves, je vais faire une petite vidéo très brève qui va certainement, on va parler un petit peu des mécanismes ou des techniques, comment on peut analyser, comment on peut traiter un texte scientifique. Alors, aussi, je vous demande de soutenir notre chaîne Fardali Channel. Comme je vous ai dit, on aura l'occasion de traiter les autres cours, à savoir en mathématiques et en physique, chimie. Alors, je vous remercie vraiment de votre aimable attention et je vous donne rendez-vous prochainement. À bientôt.